Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer le cours de la thermodynamique. Donc, tout d'abord, on va commencer par une introduction générale. Alors, qu'est-ce que c'est que la thermodynamique? Alors, la thermodynamique correspond à une branche ou bien partie de la physique qui traite le comportement thermique. Alors, le comportement thermique des corps, plus exactement les mouvements de chaleur. Donc, la thermodynamique, on peut, bien sûr, on peut la diviser en deux parties. Il y a thermo et il y a dynamique. Thermo, quelque chose qui est relié avec normalement l'énergie thermique. Lorsqu'on parle sur l'énergie thermique, c'est la chaleur. Et dynamique, c'est-à-dire quelque chose qui est en mouvement. C'est-à-dire la thermodynamique, c'est la science qui traite le mouvement de la chaleur. Donc, pour bien comprendre la thermodynamique, nous avons besoin de bien comprendre ce que l'on appelle les notions de base de la thermodynamique. Alors, parmi les notions de base, normalement les plus importantes, on trouve dans un premier temps le système, bien ce que l'on appelle un système thermodynamique. Alors, un système thermodynamique se définit comme un volume dans l'espace, bien sûr, limité par des frontières matérielles parois. Alors, par exemple, on va prendre normalement cette représentation. Voilà le système thermodynamique. Lorsqu'on parle sur le système thermodynamique, c'est un système constitué par les atomes et des molécules. Et bien sûr, voilà, par exemple, voilà ce que l'on appelle les parois. Voilà les parois. Et tout ce qui est à l'extérieur de ce système, on l'appelle, c'est le système extérieur. Donc, s'il vous plaît, il faut bien comprendre, il faut bien séparer entre ces deux systèmes. Nous avons le système thermodynamique et le système ou bien le milieu extérieur. Alors, le système thermodynamique constitué par des molécules ou bien des atomes, qui sont normalement tels que ce système est limité par ce qu'on appelle les parois, une paroi, et bien sûr, tout ce qui est à l'extérieur de ce système thermodynamique, on l'appelle le milieu extérieur. Alors, souvent, nous avons normalement trois types de systèmes, ouvert, fermé ou isolé. Donc, on commence tout d'abord par un système ouvert. Alors, lorsqu'on parle sur un système ouvert, c'est un système où nous avons l'échange entre le système et le milieu extérieur de la matière et de l'énergie. C'est-à-dire, lorsqu'on parle sur le système ouvert, donc nous avons un échange de l'énergie et de la matière entre le système et le milieu extérieur. Donc, je vais, par exemple, voilà le système thermodynamique, voilà le milieu extérieur. Donc, tout ce qui est à l'extérieur de ce système, on l'appelle le milieu extérieur. Et dans ce cas-là, nous avons la possibilité d'échange de la matière entre le système et le milieu extérieur, la même chose pour l'énergie. Donc, on va prendre un exemple, exemple du bois qui brûle. Voilà, par exemple, on va prendre cet exemple, bois cubré. Donc, dans ce cas-là, bien sûr, nous avons l'échange de l'énergie et de la matière entre le système thermodynamique et le milieu extérieur. Alors, deuxième type de système, ce que l'on appelle le système fermé. Alors, dans ce cas-là, nous avons l'échange de l'énergie entre le système et le milieu extérieur, mais nous n'avons pas l'échange de la matière. Donc voilà le système thermodynamique, voilà le milieu extérieur. Alors dans ce cas-là, nous avons l'échange de l'énergie sans aucune modification au niveau de la matière. Par exemple, voilà l'exemple d'un circuit frigorigène d'un réfrigérateur. Alors dans ce cas-là, nous avons l'échange de la chaleur avec le milieu extérieur, mais nous n'avons pas l'échange de la matière. Troisième type, ce qu'on appelle le système isolé. Alors dans ce cas-là, nous n'avons pas d'échange entre le système extérieur et le milieu, ni au niveau de l'énergie, ni au niveau de la matière. Donc, j'ai considéré ici un exemple, ce qu'on appelle par exemple la bouteille thermo. Alors voilà la bouteille thermo. Dans ce cas-là, nous avons, voilà le système thermodynamique, voilà le milieu extérieur. Alors dans ce cas-là, nous n'avons pas l'échange ni de l'énergie, ni de la matière entre ce système thermodynamique et le milieu extérieur. Donc pour récapituler cette partie-là, donc nous avons un système thermodynamique, il y a un système isolé, fermé, ouvert. Alors au niveau de l'énergie, l'échange de la matière et l'échange de l'énergie concernant le système isolé, nous n'avons pas l'échange ni de la matière ni de l'énergie avec le milieu extérieur. Par exemple, le calorimètre. Alors le calorimètre se comporte comme un système
thermodynamique isolé. Deuxième type, il y a système fermé. Alors, concernant le système fermé, nous n'avons pas l'échange de la matière, mais nous avons l'échange de l'énergie. Par exemple, le cas d'une pile électrique. Et dernièrement, système ouvert, nous avons l'échange de l'énergie et de la matière avec le milieu extérieur. Par exemple, l'être vivant. Alors, concernant la partie de la convention du signe. Bien sûr, toujours nous avons le système thermodynamique et le milieu extérieur. Alors, donc, par exemple, les échanges reçus, gagnés par le système de la part de l'extérieur sont positifs. Par contre, les échanges fournis par le système à l'extérieur sont négatifs. Donc voilà, pour bien comprendre cette partie-là. Toujours, nous avons le milieu extérieur et nous avons le système. Et nous avons dit que nous avons la possibilité d'échange de l'énergie entre le système thermodynamique et le milieu extérieur. Par exemple, on va prendre cette partie-là. Alors, dans ce cas-là, voilà, donc il faut bien observer normalement la flèche ici. Donc, c'est-à-dire que le milieu extérieur donne ou bien fournit de l'énergie vers le système. Et par conséquent, donc, le système, dans ce cas-là, est gagné l'énergie. Et dans ce cas-là, donc cette énergie est positive pour le système thermodynamique. Positive pour le système thermodynamique et bien sûr, il est négatif pour le milieu extérieur. Pourquoi? Parce que ce milieu, c'est le milieu responsable de la production et de donner l'énergie vers le système thermodynamique. Par contre, donc on va prendre maintenant cette partie-là. Alors, il faut regarder la flèche, c'est-à-dire l'énergie sort ou bien fournie par le système vers le milieu extérieur. Donc, dans ce cas-là, le milieu extérieur est gagné de l'énergie. Par conséquent, c'est une énergie positive pour le milieu extérieur. Par contre, elle est une énergie négative pour le système thermodynamique parce que c'est lui qui fournit de l'énergie. Alors, système homogène, système hétérogène. Donc, concernant les systèmes homogènes, ce sont des systèmes souvent composés par une seule phase, gaz, liquide ou gazeux, ou bien on peut dire que dans ce cas-là, c'est-à-dire dans le système homogène, les propriétés physico-chimiques sont les mêmes en chacun de ces points. C'est-à-dire nous avons les mêmes propriétés physico-chimiques. Bien sûr, on va développer cette partie plus tard. Deuxième type, il y a les systèmes hétérogènes. Alors, dans ce cas-là, nous avons plusieurs phases, ou si nous avons une seule phase, a des propriétés différentes selon les régions considérées. Donc, pour les systèmes homogènes, nous avons les mêmes propriétés physico-chimiques en tout point. Par contre, il y a dans les systèmes hétérogènes, nous avons des propriétés qui sont différentes. Bien sûr, ça dépend de la région considérée. Alors aussi, nous avons la température et la pression. Donc toujours, je vais commencer par la température. Alors la température, d'une manière générale, est reliée normalement au degré de l'agitation moléculaire de la matière. Voilà, par exemple, normalement, le système thermodynamique et bien sûr l'agitation moléculaire est reliée, bien la température est reliée avec l'agitation moléculaire de l'atome. Alors si on considère que nous avons une vitesse V, c'est-à-dire la vitesse des molécules, bien des atomes, et bien sûr, la même chose lorsqu'on parle sur la vitesse, c'est-à-dire on parle sur l'énergie cinétique. Alors si nous avons cette vitesse augmente, directement la vitesse augmente des particules, directement donc le degré d'agitation thermique du milieu est plus grand. Et par conséquent, la température devient très grande. Alors, à une température 0 Kelvin, 0 absolu, moins 273 degrés Celsius, alors les atomes et les molécules qui constituent la matière sont figés. C'est-à-dire, à 0 K, les atomes ou bien les molécules sont figés. Donc, la température est définie par l'expression suivante. Toujours, nous avons 1 demi mv au carré est égal à 3 sur 2 kT. Donc, m, c'est la masse des particules, bien des molécules, bien des atomes. V, la vitesse des particules, bien des molécules. K, c'est une constante, ce que l'on appelle la constante de Boltzmann, et T, la température. Et la température, voilà la température définie par cette relation. T en Kelvin, c'est-à-dire dans le système des unités internationales, est égal à la température
degrés Celsius, toujours plus 273,15. Donc voilà la pression. Donc maintenant on va parler sur la pression. Alors si nous avons un fluide liquide ou bien gazeux, bien gaz, et en contact avec une paroi. Alors toujours, donc ce fluide-là, ou bien ce gaz-là, va exercer une poussée sur les parois. Par exemple, si on imagine, voilà le système, voilà les parois. Alors par définition, par conséquent, donc ce fluide-là qui existe ici va exercer une poussée sur les parois. Et lorsqu'on parle sur une poussée, c'est-à-dire on parle sur la force. Donc va exercer une force sur les parois. Telle que plus que cette paroi-là est très grande, bien caractérisée par des dimensions très importantes, donc dans ce cas-là, la force est très grande. Donc, alors on définit, on appelle, c'est quoi la pression? C'est le coefficient de proportionnalité entre la surface et la force. Donc toujours nous avons la force est égale P scalaire S, ou bien PS, P fois S. D'autre part, la force toujours orthogonale à la surface, voilà. Donc si on considère soit N' est égal à N sur V, le nombre de molécules de gaz de l'enceinte par unité de volume. Donc voilà le nombre de particules, bien le nombre de molécules, voilà l'unité de volume. Alors ici nous avons pris que N' est égal à N sur V. N' c'est le nombre de molécules par unité de volume. Donc on définit la pression par cette relation. P1 tiers N', NV au carré. Alors, on distingue entre pression absolue et relative et pression totale et partielle. Alors, donc souvent, la pression absolue est égale à la pression relative plus toujours, il faut rajouter la pression atmosphérique. Toujours la pression absolue, c'est la pression relative plus la pression atmosphérique. Maintenant, on va parler sur les gaz parfaits et les gaz réels, bien sûr, sachant qu'on va développer cette partie-là ultérieurement. Alors, on commence tout d'abord par ce qu'on appelle le modèle d'un gaz parfait. C'est le modèle, c'est un modèle, c'est pas la réalité, c'est juste un modèle. Alors, dans le modèle de gaz parfait, les molécules sont identiques, voilà, les molécules sont identiques, c'est posé ponctuel. Lorsqu'on parle, c'est-à-dire que les molécules sont ponctuelles, c'est-à-dire se comportent comme des points matériels. Par conséquent, donc, le volume dans ce cas-là, le volume de ces particules, le volume de ces particules est négligeable. Alors, indépendante, bien sûr, les molécules sont identiques, c'est posé ponctuel indépendante, voilà, indépendante, c'est-à-dire nous n'avons pas une liaison entre ces molécules. Voilà, donc, dans ce modèle-là, nous n'avons pas dans ce cas-là, c'est-à-dire, il est impossible dans le modèle d'un gaz parfait de trouver une liaison entre les molécules. Et par conséquent, donc, l'interaction entre les molécules n'existe pas, et donc, dans ce modèle-là, on néglige la répulsion attractive entre les molécules. Donc, je répète, donc, un gaz parfait, juste un modèle, c'est pas la réalité, et ce gaz parfait, il se concentre sur deux hypothèses très importantes. Donc, la première hypothèse, il s'agit que les molécules sont identiques, ils se comportent comme des points matériels, c'est-à-dire ne sont pas caractérisés par un volume. La deuxième des choses, il faut considérer dans son modèle qu'il n'y a pas d'attraction, bien d'une force d'attraction entre les molécules. Bien sûr, c'est ni de la force attractive, ni de la force répulsive. Par contre, lorsqu'on parle sur un gaz réel, alors tout d'abord, à basse pression, c'est-à-dire si nous avons un gaz parfait, ou bien c'est-à-dire nous avons un gaz où nous avons une basse pression, alors dans ce cas-là, les gaz réels, c'est-à-dire les gaz qui existent, se comportent comme des gaz parfaits. C'est on travaille dans les basses pressions. Par contre, si en augmentant la pression, alors l'hypothèse de molécules ponctuelles sans interaction doit être abandonnée. C'est-à-dire, dans le modèle
d'un gaz parfait, tout d'abord, on commence par à basse pression. Dans ce cas-là, les gaz réels se comportent comme des gaz parfaits. Par contre, si nous avons, bien c'est en augmentant la pression, alors dans ce cas-là, il ne faut pas négliger le volume négliger le volume des particules, bien des molécules, ça d'une part. D'autre part, nous avons la force d'interaction, la force d'interaction entre les particules. Voilà. Donc, je répète, ici un gaz parfait, nous n'avons pas des interactions. Par contre, lorsqu'on parle sur un gaz réel, nous avons des interactions. Bien sûr, on va développer cette partie ultérieurement. Alors maintenant, on va parler sur les variables d'état. Tout d'abord, on commence par une définition. Alors, pour bien comprendre, pour bien décrire le comportement ou bien l'évolution d'un système thermodynamique, donc nous avons besoin de connaître le comportement des variables d'état. Alors, les variables d'état les plus utilisées, ce sont les variables de Gibbs. Alors, on peut distinguer dans cette partie-là des variables de Gibbs entre deux paramètres. Il y a les paramètres physiques. Lorsqu'on parle sur les paramètres physiques, c'est-à-dire la température, la pression, le volume. Par contre, lorsqu'on parle sur les paramètres de composition, bien les paramètres chimiques, soit on parle sur la quantité de la matière, ou bien de la masse de chacune des constituants du système. Donc voilà, nous avons les variables de Gibbs pour distinguer entre deux paramètres physiques, les paramètres chimiques ou bien les paramètres de composition. D'autre part, on peut distinguer alors entre deux variables. Il y a les variables extensives et les variables intensives. Les variables extensives, ce sont des variables pas additives. Les variables intensives, ce sont des variables additives. Donc je vais donner un exemple. Par exemple, si on considère que nous avons ici un système S1, système thermodynamique S1, et un système thermodynamique S2. Et on veut mélanger entre les deux systèmes. Alors, si on veut déterminer le volume total, il suffit de V total est égal à V1 plus V2. Et V1 plus V2, c'est-à-dire nous avons fait l'addition. Et voilà c'est-à-dire que le volume, c'est une variable intensive. Le volume, c'est une variable intensive. La même chose, si on veut déterminer la masse totale, il faut prendre la masse du système S1 et plus la masse du système S2. Voilà ce que l'on appelle les variables intensives. Par contre, lorsqu'on parle sur les variables extensives, par exemple, si on considère un système S1 caractérisé par T1, P1, et un système S2 caractérisé par T2, P2, alors si on veut déterminer la température totale, donc la température globale, c'est différent de T1 plus T2. Attention, différent de T1 plus T2, c'est-à-dire il ne faut pas faire la sommation. La même chose pour la pression. La pression totale, ce n'est pas la pression P1 plus P2. Donc voilà ce que l'on appelle les variables extensives et les variables intensives. Alors, ici, nous avons l'équation d'état. Donc, les variables d'état, les plus utilisées dans la thermodynamique, ce sont trois: la pression, le volume et la température. Il y a des cas où on peut rajouter, par exemple, d'autres paramètres, mais les plus utilisés, c'est la pression, le volume, la température. Alors, donc voilà, les variables d'état, ou bien l'équation d'état. C'est quoi l'équation d'état? C'est l'équation qui relie entre les paramètres d'état. Les paramètres d'état, ou bien les paramètres du Gibbs, comme nous avons démontré tout à l'heure. Donc, PVT, toujours nous avons cette équation. La fonction de PVT est égale à 0. Alors, on peut démontrer dans le cas d'un gaz parfait que PV moins nRT est égal à 0. Donc, voilà, c'est une fonction d'état. Pourquoi? Parce que il y a une relation entre la pression, le volume et la température. Alors, l'équation d'état des gaz réels, ici des gaz parfaits. Les gaz réels, on peut normalement trouver plusieurs équations d'état. Par exemple, on va focaliser notre attention sur deux: Van der Waals et Berthelot. Concernant l'équation d'état d'un gaz réel de M. Van der Waals, donc nous avons cette équation-là. P plus N au carré A sur V au carré multiplié par V moins NP est égal à RT. P, la pression, N, c'est le nombre de moles. A, c'est une constante. A et B, ce sont des constantes qui caractérisent chaque gaz. Et V, le volume.
R, c'est une constante les constantes des gaz parfaits et T, la température. De même, d'après la proposition de M. Portolot, nous avons P plus N au carré A sur TV au carré. Ici, on va rajouter T. V moins MP est égal à N, R, T. Voilà la fonction d'état. Donc, il faut différencier entre l'équation d'état. Alors, et la fonction d'état. L'équation d'état, c'est la fonction qui est reliée entre les paramètres d'état, qui nous a permis de bien décrire le système thermodynamique. Alors, concernant la fonction d'état, alors, en général, la variation delta x d'une grandeur x, si on considère que nous avons une grandeur x, par exemple la pression, la température, le volume, ainsi de suite, et delta x, c'est la variation, dépend du chemin suivi pour aller de l'état initial 1 à l'état initial 2. C'est-à-dire nous avons par exemple ici 1, ici nous avons l'état 2. Et bien sûr, alors delta x dépend du chemin suivi, c'est-à-dire dépend de chaque point. C'est-à-dire chaque point on peut trouver une valeur différente. Alors par contre, la chose la plus importante, en thermodynamique, il existe des fonctions f liées aux variables d'état, dont les variations delta f au cours d'une transformation sont indépendantes du chemin suivi. C'est-à-dire, dans le système thermodynamique, nous avons l'état initial 1, nous avons l'état final 2, et bien sûr, nous avons un chemin. Alors, directement, delta f, la variation delta f, ne dépend que de l'état final f2 moins l'état F1, c'est-à-dire ne dépend pas du chemin suivi. Hein? On ne dépend pas du chemin suivi. Voilà. Et à la prochaine vidéo.